speak to the souls that inhabit my cage. Inside months to communicate just as well. It seems more repetitive the more I age. I'm running out of stories to tell, to tell. I was born into this merciless machine. The blood and the bars are all I see. Je suis en train de creuser un petit peu le drain. Il faut drainer toute la surface de fouille, il faut assécher. Il y a encore 2 jours, c'était rempli. Et donc il faut qu'on évacue l'eau le plus loin possible pour atteindre les surfaces à dinosaures. On est toujours impatient de revenir sur le terrain parce que c'est un projet qui est calculé sur des années. On a envie de connaître la suite. Et puis il y a toujours ce côté pochette surprise. Qu'est-ce que l'on va trouver? On sait qu'on va trouver du sauropode, on sait qu'on va trouver une ornithomimosaure. Mais il va y avoir encore des découvertes cette année. Quelles seront ces découvertes? On va l'apprendre dans les jours qui viennent. Année après année, on est toujours tombé sur des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Donc, tous les ans, on se demande sur quoi on va tomber. Il y a eu l'année de la tortue, l'année des mimos, l'année donc du sauropode. L'année dernière, c'est le sacrum. Là, je sais pas. Peut-être qu'on va trouver la pièce rare, les mains de Mimo. À mon avis, elles sont par là. Alors, le stégosaure, on sait où il est. Ah ben, il est là. Mais le problème est de le trouver. Oh bah maintenant, hein, terminé. On se remet à drainer. Parce que les autres, ils attendent pas. Ça coule là-bas, Camille? Je suis en train d'entretenir le drain principal pour essayer de baisser le niveau général en amont. Il y a une semaine et demie, on est venu de temps en temps pour commencer à mettre en place la pompe principale. Au début, ça a été dur parce qu'on ne reconnaissait rien. Il y avait au dos comme ça, hein. Donc c'est pour ça que la pression fait sortir l'eau là. Après le déluge, le site est exondé et vous le voyez, c'est un vaste champ de boue, des ruisseaux qui courent partout. Et il va falloir très rapidement assécher toute cette zone pour pouvoir se mettre véritablement au travail scientifique. Il a plu tellement qu'on va peut-être avoir des problèmes pour drainer l'eau. Ça sera sans doute le point le plus compliqué, mais ça on va le savoir très rapidement dans les 2-3 jours qui viennent si on arrive à stabiliser nos surfaces de fouille. Claude, de toute façon, va suinter tout au long de la fouille. Il va falloir faire ce travail de drainage tous les jours, en espérant que les pompes ne s'arrêtent pas, parce que c'est arrivé déjà il y a quelques années que les pompes s'arrêtent parce que voilà, un orage et puis plus d'électricité. Et là, c'est vraiment toujours limite, ça remonte très vite. On était loin de s'imaginer que 7 ans après, ce serait devenu un grand chantier comme ça. Ce seraient des milliers d'ossements qui auront été sortis et tout un projet qui s'est construit à partir de ces premières découvertes. Cette année, nous serons entre 30 et 50 à travailler ici tous les jours. On se dépêche, le temps est compté, on a 1 mois de travail, on travaille tous les jours et même c'est quand même très court. Alors bien sûr, il y a une stratégie de fouille qui a été établie par l'équipe scientifique autour de Ronan Alain en fonction des travaux précédents. Il y a donc des zones qui sont systématiquement explorées.
Ça a l'air d'être un chantier comme ça qui a l'air anarchique, mais ne croyez pas que l'on creuse au hasard, au petit bonheur, quand on trouve un os ici ou là. Non, on fouille systématiquement toutes ces zones et les données s'accumulent d'année en année. On va redécaper l'espèce de couche de glaise qu'on avait où il y avait ce sacrum. On va essayer de la retrouver en surface et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres gros os qui pourraient affleurer. Donc on va se contenter vraiment d'un décapage de surface, mais sur une surface assez limitée. Un décapage de 5 cm. On va peut-être faire ça à l'eau, au jet d'eau, ça suffira. Et puis après, on va se mettre sur les deux bouts de fouille et on va revenir vers la fouille avec comme objectif, cette fois-ci, il est un peu différent. On ne va pas trop fouiller à plat, on va se caler sur le niveau du dessous qui ne contient plus de fossiles. On va suivre ce niveau et on va exploiter par tranche, en fait, en coupe, comme on dit en coupe. On va essayer d'avancer. Donc c'est ce qu'on avait déjà plus ou moins fait sur la parcelle dite rodée là-bas. Par contre, derrière moi, au fond, on n'a pas encore atteint le fond, donc on va, avec un engin, faire une petite tranchée, toucher ces argiles vertes très caractéristiques avec des gros galets. Et après, on va les suivre en avançant et on va essayer d'exploiter la couche sur sa profondeur. Donc ça, c'est pour les deux extrémités. Et entre ces deux extrémités, il y a encore des zones qui n'ont pas été fouillées. On va sans doute faire une fouille plus traditionnelle par là-bas, puisqu'on avait repéré les premières années des os en surface. Donc on va essayer peut-être de poser une fouille à plat, comme on le fait traditionnellement. Et la dernière chose que j'aimerais faire, l'année dernière, on a trouvé au milieu des argiles un espèce de chenal, un paléochenal. Donc c'est pas du tout les mêmes roches qu'on trouve, c'est plus gréseux, il y a plus de sable, de gravier. Et donc ce chenal, apparemment, il traverse le gisement et on va essayer de le retrouver en surface et de creuser le chenal, de curer le chenal en fait, pour voir si dedans on n'a pas des micro-restes. Et aussi, l'année dernière, on avait trouvé une griffe de dinosaure carnivore, le premier élément d'un squelette de dinosaure carnivore. Et donc on veut savoir s'il n'y a pas d'autres restes de dinosaures carnivores parce qu'on n'en a pas et que ça serait un petit peu nouveau, quoi. On est dans les argiles fossilifères du site d'Angeac. Et derrière moi, on a fait une tranchée avec un tractopelle afin d'avoir une coupe très propre, sédimentologique, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on est au niveau des niveaux de géologie, sédimentologie, etc. On a déjà plusieurs pistes parce qu'on a déjà fait, surtout l'année dernière, des coupes systématiques dans les différentes zones de fouilles. Et ici, là, on essaye d'avoir une coupe vraiment complète qui part des sables au-dessus à la fin de la couche fossilifère jusqu'à la couche sous-jacente. De manière générale, on retrouve plutôt des sables à la surface, puis ensuite des argiles oranges, mais qui sont oxydées. Leur couleur est due au fer qu'il y a dans les argiles et qui se colore en orange. Et en dessous des argiles, donc c'est la même chose qu'au-dessus, mais qui ne sont pas oxydées, c'est pour ça qu'elles sont noires. Donc on a à peu près ça sur tout le chantier, mais on a des petites variabilités latérales, donc il y a des endroits où c'est plus sableux, d'autres c'est plus argileux. On a beaucoup aussi de questions plus liées à la taphonomie, à la géométrie des dépôts, savoir où il y a des fossiles ou pas. Donc, alors c'est vrai que c'est peut-être moins passionnant pour les fouilleurs, mais bon, avec l'or, on regarde pas mal ça. Et ça fait partie de notre travail aussi, et donc on se pose des questions, on va pouvoir les tester grâce à la mini-pelle. On va dessiner, photographier toutes les coupes que l'on va faire pendant les chantiers de fouilles, et on va essayer de nommer les structures que l'on voit. Comme par exemple là, on peut voir des convolutes. Les convolutes, c'est caractéristique d'une liquéfaction des sédiments. Donc ça nous indique que l'environnement, à un moment donné, a été saturé en eau. Mon travail, c'est la taphonomie. Et la taphonomie, c'est exactement comme un inspecteur ou un enquêteur qui va se retrouver sur une scène de crime et va relever une multitude de petits indices pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, je fais ça, mais à l'échelle des temps géologiques, et j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, comment le gisement s'est mis en place.
Les 2 premières journées, on s'est posé sur les surfaces de fouilles et puis on a eu la bonne surprise de trouver des os assez rapidement dans les 3 zones. Donc c'est bien, les fouilleurs tout de suite ont pu se familiariser avec les os. On avance quand même plutôt pas mal. C'est très divers selon les zones. Donc chez Rodet, on pensait retrouver la suite des grands restes de sauropodes de l'année dernière. Et en fait, on tombe sur des choses un peu plus fines, d'un Nittomimosaure et des trucs plutôt jolis. On a déjà près de 70 pièces de sortie en 4 ou 5 jours. Ça reste, j'ai envie de dire, quasiment exceptionnel pour des gisements français. Et puis la parcelle du Conseil Général, là, on a eu un joli cadeau puisqu'on a une mini tractopelle à disposition. Donc on a commencé à faire des grands trous, des tranchées dans des endroits où on se doutait qu'il n'y allait pas avoir grand-chose. On n'a pas fait de bêtises, donc effectivement on a traversé toutes les couches pour trouver la fameuse couche d'argile verte qui marque la base du gisement. Et donc là on est en train un petit peu changer notre fusil d'épaule dans le sens où dans cette zone-là, comme il n'y avait pas grand-chose, on va sans doute déplacer la structure. On va revenir là où on avait trouvé du stégosaure il y a 2 ans ou 3 ans pour essayer de voir s'il y a la suite. Et on va laisser la zone libre, on va la fouiller au tractopelle. Donc c'est une mini-pelle, hein, c'est pas non plus du gros godet. On va prendre le petit godet, on mettra un conducteur et puis sans doute quelqu'un pour regarder ce qui se passe. Si on trouve quelque chose, on s'arrête, mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite et puis de pas perdre trop de temps, quoi. On peut pas être exhaustif, il y en a trop. J'essaye chaque année de voir un peu comment évolue le site et je le dessine. Donc c'est marrant parce qu'au tout début, sur la première année, on avait fait juste un petit sondage minuscule avec une mini tente vraiment faite de briques et de broc avec 2-3 échafaudages, une bâche et puis voilà quoi. Donc j'avais dessiné ça et l'année suivante on a commencé déjà à fouiller dans un autre endroit aussi en même temps. Donc on a fait une grande tente, ça a évolué au fur et à mesure comme ça. Et donc on s'étend de plus en plus. C'est un moment fort pour moi dans l'année de toute façon de venir à Angeac. Je sais que j'attends juillet avec impatience. J'aime bien me retrouver sur le terrain déjà en plus parce que ça me permet de sortir un peu de chez moi et de la bande dessinée ou de ce que je fais habituellement derrière mon bureau. J'aime bien dessiner d'après nature, d'être là, enfin, même quand je suis en voyage, c'est ce que je faisais et ce que je fais depuis toujours. Et donc là, quelque part, c'est aussi un voyage, même si c'est un voyage de moins 130 millions d'années. Voilà, je dessine le site tel qu'il est, et puis après, j'essaie, en imaginant, de faire la reconstitution telle que le bayou devait être à l'époque. She will never find another man like me. When I die, bury me in straight-laced shoes. On a regardé le grand trou qu'on a fait avec le tractopelle là, pour voir s'il y avait des choses dedans. Donc on a rien vu, on a vu qu'il n'y avait pas d'os. Donc on a décidé de garder la coupe pour étudier les dépôts, la sédimentologie, les terrains et leur alternance. Et donc le but du jeu n'était pas non plus de faire descendre des zones qui sont apparemment un peu stériles en fossiles par les étudiants. Donc on a décidé de déplacer la structure qui était d'un côté de la fouille, de l'autre côté, puisque là on a des zones qui n'ont jamais été fouillées. Donc on est toujours à peu près sûr de trouver des os à l'interface entre les graviers de la Charente d'il y a 100 000 ans et les argiles à dinosaures. Donc ça a marché, hein, puisque ce matin-là, il nous a rapporté une belle dent de sauropode, une des plus grandes qu'on avait, et puis il y a quelques petits os qui sont sortis. C'est une des plus grosses dents de sauropode du site. La racine n'est pas complète. On peut dire que la racine, disons les 2/3, il manque ça, quoi. On voit très bien les facettes d'usure, donc ça nous permet effectivement de voir comment se nourrissait l'animal. Donc les os rentrent ce qu'on appelle en occlusion les unes avec les autres. Donc en fait, quand l'animal ferme la bouche, les dents vont se toucher. Et en se touchant, les dents vont s'user au bout d'un certain moment. Et donc on a sur le côté des dents, on a des petites facettes qui apparaissent. Donc ça nous explique un petit peu la fermeture. Par contre, on voit effectivement que l'animal ne mâchait pas parce que sinon les dents seraient complètement usées.
Et puis en plus, on voit que les dents ne sont pas faites. Sont pas faites pour mâcher, puisque c'est des dents qui sont triangulaires et pointues. Un animal qui veut mâcher, il suffit de prendre nos dents, nos molaires. Quand on mâche avec nos molaires, ce sont des surfaces de contact qui sont planes entre les dents. Donc là, on sait très bien que l'animal, en fait, utilisait sa grande bouche et ses dents. Il devait ratisser ou arracher les feuillages et il va avaler tout d'un coup. Alors là, je suis en train de dessiner un schéma de la surface sédimentologique qu'on a préparée pour essayer de comprendre comment sont positionnés les sédiments les uns par rapport aux autres, puisque c'est là-dedans qu'on va retrouver les fossiles. Donc on essaye de comprendre le contexte sédimentologique dans lequel ont été fossilisés les fossiles. D'un côté, on a purement des sables jaunes et blancs, des sables fins, alors que de l'autre côté, on a des argiles. Et ici, on a les graviers calcaires quaternaires qui ne datent pas du tout d'il y a 140 millions d'années, mais qui datent de l'époque où la Charente passait ici, pendant le quaternaire, il y a environ 100 000 ans. Et on voit par exemple que, apparemment, pour l'instant c'est la première hypothèse, elle s'est inclue, elle a creusé dans les argiles et les sables crétacés. Donc déjà ça c'est une première information. Et aussi on voit que les argiles brunes, plastiques qu'on a ici, on les retrouve de ce côté-là de la zone mais pas de l'autre côté, ce qui explique pourquoi dans certaines zones de fouilles on en a trouvé et d'autres non. Donc là on comprend un peu mieux comment ça se met en place. C'est de toute façon un casse-tête parce que la sédimentologie à Angeac est complexe, ça c'est sûr. Mais c'est bien de tout avoir parce qu'on peut comprendre la relation entre les éléments. I begin to think about the one I love. It helps to start the day. 111 est faite, on passe à la 212. Donc c'est l'autre plaque, pareil au centre. Donc on est en place pour la 212. Chaque os est pointé, c'est-à-dire qu'on va poser une mire dessus. Cette mire est repérée par une station laser qui va le replacer, qui va donner à chaque point des coordonnées en X, Y, Z. Et nous, ça permet a posteriori de replacer l'ensemble des éléments sur un même plan. C'est important parce qu'on va voir qu'on va avoir des gros ensembles, des endroits où on a des animaux, des fossiles qui se concentrent. Et puis ça va pouvoir peut-être aussi nous aider à retrouver des connexions, puisqu'on a dit que tous nos animaux n'étaient plus articulés. On va peut-être pouvoir se dire, tiens, ce fémur et ce tibia, ils sont proches, peut-être qu'on va pouvoir les articuler, peut-être qu'en laboratoire, on passera moins de temps qu'à essayer de les mesurer ou autre. On a commencé ces cotations en 2011, et là, effectivement, on compile, donc on a près de 4500 os, on va dire qu'on en a près de 3500, 3700 qui sont cotés, plus quelques morceaux de bois, plus 2 points sur certains os, donc on a plusieurs dizaines de milliers de points aussi, effectivement, avec lesquels on va pouvoir jouer à reconstituer le site. Quand on est en chantier paléontologique habituel, on ne fait pas de cotation en théodolite. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on fait un plan de fouille, par contre. Donc on va prendre des points, on a notre papier millimétré, quelqu'un dessine, on prend simplement des coordonnées X, Y, ça suffit, on fait un dessin de la fouille à plat. C'est largement suffisant. Là, à Angeac, vu qu'on a des animaux qui sont sur 1 mètre d'épaisseur et que les os sont horizontaux, verticaux ou autres, on est obligé de faire intervenir la 3e dimension. Et la première année, on ne l'a pas fait. Alors, il y a aussi un des gros problèmes, c'est la différence de taille des fossiles. Donc, si on a une petite dent d'1 millimètre et un fémur de 2,20 m, quand vous essayez de faire des plans sur papier millimétré, bon courage pour les échelles, c'est pas possible. Il faudrait quasiment faire un plan à l'échelle 1. Donc là justement, la station GPS, tous les points sont rentrés sur ordinateur et après on pourra refaire la construction à l'échelle qu'on veut et sans avoir véritablement la forme de l'os, mais en prenant par exemple des axes d'allongement. Et ça, c'est aussi intéressant pour l'histoire du site, parce que par exemple, si on a un os qui est allongé, il est probablement allongé dans le sens d'un courant. Donc on va regarder l'allongement de tous les os, comment ils s'orientent les uns par rapport aux autres. Et si on constate que 80% des os sont orientés dans la même direction, c'est probablement qu'on avait un courant d'eau qui passait par là et qui les a orientés dans cette direction. Donc ça va nous permettre d'inférer d'autres choses après dans l'histoire. On the tip of my tongue, my teeth hold it. Ben ça, malheureusement, le problème, c'est que je saurais sûrement jamais ce que c'est.
ici, en fait, je fais laver aussi des choses qui ne sont pas cotées, les coprolites, les dents de crocodile, les petites plaques de tortue qui sont regroupées, les écailles de poisson, les vertèbres de poisson, tout un tas de petites choses qu'on arrive à classer, mais qui ne sont pas cotées. Et surtout, on vérifie qu'on ne passe pas à côté de choses importantes. Alors par exemple, ça, recouvert d'argile, c'est impossible à voir. À moins de laver toutes les petites mottes d'argile, c'est impossible à voir. Donc ça a été lavé ici, et on s'est rendu compte que c'était un chevron de l'ornithomimosaure. Un chevron correct, pas complet, mais malgré tout un chevron en bonne et due forme. Donc c'est pour ça qu'on lave tout ici sur le terrain, tous les petits morceaux qui ne sont pas importants, qui ont l'air moins importants, parce que le chevron, par exemple, il aura une deuxième chance, c'est-à-dire que je vais le mettre dans les caisses numérotables et il aura probablement un numéro a posteriori. Il sera plus coté puisqu'on ne sait plus précisément d'où il vient. Par contre, on sait la zone de laquelle il vient. Je ne m'inquiète pas trop parce que pour l'instant, la quantité, ça va. Mais bon, ça fait qu'une semaine. C'est vrai qu'en Jacques, en plus, maintenant, ça devient vraiment... Il y a une concurrence déloyale. Non, je plaisante, c'est super. Il y a Isabelle Detemps, donc, qui elle vient souvent sur les fouilles et qui s'occupe vraiment de travailler sur la fouille en elle-même, le dessin des poses des fouilleurs, de ce qui se découvre au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que c'est plus général. Plus aussi en reconstitution, plus les dessins des dinosaures, voilà, il y a quelque chose un petit peu différent. Et maintenant, on a Alix qui vient sur les fouilles, qui est une jeune dessinatrice, là, qui va devenir sûrement une dessinatrice scientifique, et qui vient tâter le terrain aussi, et c'est intéressant de pouvoir se confronter nos croquis et notre vision du site. Alors c'est marrant parce qu'elle a commencé à faire une vision dans ce sens-là, alors que moi, elle ne savait pas. Moi, 2-3 jours avant, j'avais commencé le dessin que je suis en train de commencer là, enfin de continuer, et j'avais fait l'autre partie. Donc on pourra joindre nos deux dessins et voilà, on aura l'étendue des fouilles. Ça m'évitera de faire ce côté-là. Je voulais aussi pouvoir comparer mes dessins à ceux de Mazan parce que j'avais beaucoup regardé ce qu'il faisait, les croquis qu'il faisait sur le site et je voulais voir si moi aussi j'étais capable d'en faire. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est assez vivant. Enfin, les croquis qu'il fait sur la fouille, j'aime bien ses couleurs. Et puis ses dessins sont très précis, enfin, on voit bien ce qui se passe. C'est ce que j'essaye aussi de rendre. J'ai vu le dessin d'Alix. Ça serait intéressant qu'un jour, du coup, d'avoir une sorte d'exposition avec les différents regards des différents artistes ou professionnels du dessin qui seraient venus sur le site et qui auraient croqué les choses. Parce qu'on a tous une façon différente de procéder. Et donc, c'est super intéressant de voir la même chose vue de façon différente. On va essayer de faire le tour assez rapidement, l'enlever. Mais bon, il y a ça qui va me gêner aussi. Parce que là, il y a un métapode. Là, on ne sait pas trop. Là, il y a peut-être un pubis, un gros pubis. Rien. La zone n'a jamais été très riche ici. Des pièces isolées, 3-4 pièces isolées. Mais j'ai peur que ça s'arrête. J'ai déjà la trouille qu'on dit ça y est, bon, il n'y a plus rien, on arrête. Je voudrais que ça continue tout le temps. Je sais pas, ça fait une drôle d'impression parce que là, on peut dire que c'est fini. Là-bas, ça va bientôt être arrêté. Bon, il y a encore tout ça à faire, il y en a encore, mais j'ai l'impression que ça va aller trop vite. Alors là, je fais une vue générale en fait de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire de tous les sites de fouilles et des fouilleurs qui sont en train de chercher.
Je suis venue ici d'abord en tant que fouilleuse, pas en tant que dessinatrice. C'est un peu un rêve qui se réalise d'être là, faire partie des gens des acteurs de cette fouille. C'est un peu comme une chasse au trésor en fait. Ici c'est un site tellement riche qu'il n'y a pas une journée où on trouve rien. Même si dans la vie de tous les jours je fais pas souvent des croquis voilà, dans la vie quotidienne, là c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel que je voulais immortaliser. Je dessine toujours d'après ce que je vois et jamais d'après photo parce que c'est pas le même. C'est pas la même chose. Sur une photo, les couleurs vont pas être les mêmes. Là, je dessine vraiment ce que je vois. Et c'est que du bonus, tout ce que je fais là. Je rencontre des gens, je suis sur le terrain. Non, je pars bien. Alors là, je suis en train d'observer des petites dents de requin. Petits requins avec des dents très bien préservées, que l'on a pu retrouver après avoir lavé du sédiment. Donc voilà, des petites dents avec des pointes et des racines préservées. Des choses que l'on ne peut pas trouver sur le site à l'œil nu. Donc voilà, typiquement le type d'espèce que l'on retrouve grâce à la recherche des microrestes. Sur le terrain, on repère des lentilles qui sont riches en débris de bois et en débris de vertébrés. Ce sont des niveaux lenticulaires que l'on prélève, on remplit des seaux. Contrairement à l'argile que l'on évacue, que l'on met sur des tas de gravats, là ce sont vraiment des seaux que l'on met de côté. Et on les nettoie, alors on peut faire une attaque à l'eau oxygénée ou simplement un lavage à l'eau. Et on passe ça dans une colonne de tamis avec une maille, on va dire 1 cm, jusqu'à des mailles pouvant aller jusqu'à 1 demi-millimètre. Et donc dans les différentes fractions que l'on récupère, grossières, moyennes et fines, il y a un tri qui se fait à la loupe binoculaire pour séparer du sédiment les microrestes de vertébrés. Ce sont des petits groupes de poissons, notamment ce qu'on appelle les pycnodontiformes, c'est un groupe de poissons éteints avec des petites dents broyeuses. Là, les dents que je suis en train d'observer, c'est un groupe de petits requins qui vivaient aussi bien en eau douce ou en milieu côtier. Un groupe de requins également disparu actuellement. On peut trouver également des microrestes de vertébrés terrestres, comme les mammifères ou les lézards. Et également des petites dents de dinosaures, parce qu'on a des dinosaures de grande taille, comme le stégosaure, où on peut trouver les vertèbres sur le terrain, des vertèbres qui font 20 cm par exemple. Mais les dents ne font que 4-5 mm. Donc la recherche des microrestes permet de trouver les dents de petite taille de ces dinosaures de grande taille. Donc voilà, ces microrestes complètent vraiment la faune, le bestiaire d'Anjac. Alors en plus des restes des microrestes animaux, on trouve également des microrestes végétaux. Voilà. Donc comme les charophytes ou des petits organismes aussi, d'autres animaux, les invertébrés comme les ostracodes. Voilà, donc les microrestes, c'est vraiment un autre univers où on trouve aussi bien des invertébrés, des vertébrés, mais aussi des végétaux. She said she don't want me. I don't know woman. Say she don't want me. On m'a fait travailler sur une des couches d'Anjac qu'on ne peut plus voir maintenant en fait. Et c'était un moyen de découvrir un petit peu justement les charophytes. Ce sont des algues d'eau douce avec justement une croûte calcaire en fait. Et ce qu'on va retrouver en général dans les sédiments, ça va être l'appareil reproducteur femelle. Donc ça fait des petites boules avec un petit peu spiralées pour la plupart des spécimens. Mais on va aussi avoir justement une famille très particulière qui est au Crétacé, qu'on appelle les Clavatoracées, qui vont avoir une structure supplémentaire. Et en fait, en observant cette structure-là, en fait, on va pouvoir donc déterminer les espèces. Et selon les espèces qu'on va trouver, ça va nous donner justement l'âge, en fait, plus ou moins bien calé dans le temps des couches. Alors, le site, du coup, vu les espèces que j'ai pu trouver justement pendant mes stages, pour l'instant, l'âge est entre 140 et 145 millions d'années. Donc, je suis encore en train de chercher justement certaines des espèces qui me permettraient d'affiner ça. Mais voilà, au plus récent, ça va être 140 millions d'années. On
a réouvert cette surface de fouille. On avait commencé à gratter simplement en surface. L'idée était de retrouver ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est-à-dire une espèce de chenal qui était creusé ici. Donc on le retrouve juste devant moi, là en bas. Le problème c'est qu'il a l'air beaucoup moins profond que ce qu'on avait l'année dernière, donc c'est peut-être juste un petit bras ou une petite extension, un petit peu comme les couches de gravier qu'on avait de l'autre côté de la parcelle rodée. Un petit peu plus loin, donc là sur ma gauche, on a retrouvé des couches qui n'avaient rien donné l'année dernière et là qui donnent pas mal de choses, et en particulier du stégosaure. Donc ça c'est bien puisqu'on n'avait pas beaucoup de restes de stégosaure. Et la deuxième nouvelle là, de la journée, c'est que notre collègue Rafael Royo Torres, qui travaille à Dinopolis, à Teruel en Espagne, là vient de repérer des cailloux qui sont au fond des argiles. Et ces cailloux en fait pourraient être des empreintes de pas de stégosaure qui auraient été remplies. Donc depuis le début, on soupçonnait qu'on avait donc ces traces de trampling, ce qu'on appelle de la dinoturbation, donc des dinosaures qui vont marcher dans la boue et qui vont tout mélanger. Et là, on aurait peut-être une véritable signature de ce trampling-là. Donc là, maintenant, on va essayer de reprendre ces G3 qu'on a un petit peu abandonnés, non plus pour chercher des os, enfin évidemment, on va continuer à chercher des os, mais pour voir si on ne retrouve pas certaines de ces pierres qui ont une forme vraiment très spécifique, qui sont quasiment triangulaires, ellipsoïdales, sur lesquelles on pourrait voir la forme d'un pied. Si on trouve des cailloux isolés, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose avec, mais si on trouve des cailloux qui forment une piste et qu'on voit que ces pierres sont en emplacement régulier, bah, peut-être qu'on trouvera une piste de stégosaure. Alors tout ce qu'on voit sous aluminium, ce sont des empreintes, et j'en ai découvert quelques-unes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On a ici le pied et la main, il posait la main juste devant le pied. Donc pied et main droite, pied gauche et pied droit. Et donc là, on essaye de trouver le pas juste avant pour vérifier si on a bien toute une piste. Probablement, l'empreinte s'est faite dans l'argile. Donc l'animal, le stégosaure, a marché dans une boue avec un petit peu d'eau au-dessus et a laissé ses empreintes dans la boue. Et probablement, juste après, ça a été rempli par des sables. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut dire l'empreinte de l'empreinte. Donc ici, on a un pied droit et la main droite. Et quand on enlève le remplissage de l'empreinte, on a ici l'empreinte dans l'argile de l'animal qui a marché ici. Et ici, la contre-empreinte. Et on voit ici le talon et 3 doigts. 1, 2, 3. Et ici, la main qui a été posée juste devant le pied. Maintenant, on a un regard un peu différent sur tous les cailloux qui sont dans les argiles. Quand on a des blocs qui sont complètement inclus dans l'argile et qui sont des objets un petit peu bizarres dans le contexte sédimentaire, on essaye de les regarder de plus près. Alors, il ne faut pas essayer de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'interpréter tout comme des pistes, mais on a 3 ou 4 blocs qui ont été retournés et effectivement, on a pu vérifier sur les publications déjà faites en Espagne, en particulier avec Rafael Royo Torres qui était ici. Donc il nous a montré un petit peu comment ça fonctionnait et c'est vrai que c'est très très convaincant pour quelques empreintes. Donc je pense que là-dessus on n'a plus de problème, on sait qu'on a des empreintes. Maintenant, est-ce que toute la surface est recouverte d'empreintes ? Ça, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Les stégosaures, c'est ces grands dinosaures à plaques qu'on connaît bien. Alors, ils avaient des grandes plaques aux États-Unis. En Europe, il y a moins de plaques, mais il y a des épines. Alors, on cherche toujours les épines. Mais là, il y a beaucoup de restes qui sont sortis. Donc, peut-être même autre chose que de la vertèbre, peut-être des éléments de membres. Donc ça, on attend avec impatience la préparation. Vu que ça fait 5 ans maintenant que je viens, j'essaie de dessiner des choses symptomatiques maintenant de la saison de fouilles. Donc par exemple, cette année, ça a été la piste des dinos. Et puis j'essaie de garder la main par rapport à des positions, donc je dessine toujours et encore des fouilleurs. In situ, c'était au départ bêtement pour moi. J'avais besoin d'avoir des positions naturelles du corps humain. Et sur un chantier de fouilles, c'est génial. Parce que les gens, en fait, ils sont occupés
tout un tas de bidules, et ils se tiennent de façon très naturelle et on voit le corps en action. Sans compter que comme ils sont très concentrés sur ce qu'ils font, ils peuvent rester assez immobiles dans des positions assez extrêmes. Et donc c'est des séances de pause pour moi qui sont gratuites. Le jeu maintenant, de toute façon, même entre fouilleurs, c'est d'essayer de se reconnaître après, d'année en année. Ah ouais, tiens, bah là c'est moi. C'est surtout que c'est pas évident parce que je fais des fouilleurs qui sont vus de loin. Donc, et c'est assez schématique, ça reste des croquis. Et du coup, ils se reconnaissent parce que ah, j'ai porté ce t-shirt là, je suis sûre que c'est moi. Je suis en train de repositionner les vertèbres de la queue de Mimo. On a scanné un ensemble de vertèbres qu'on a retrouvées sur le terrain. Pour certaines, je les ai symétrisées, histoire de les compléter, s'il manquait un côté, si un des deux côtés était moins bien préservé. Et là, maintenant, l'idée, c'est de les réassembler pour reformer une queue complète, avec la difficulté qui est qu'on a du mal à identifier précisément la position de la vertèbre au sein de la queue. Donc on fait ça un petit peu à l'œil et je compare avec les spécimens connus d'une autre espèce, d'un autre genre, Gallimimus. Donc je pars de la reconstitution de la queue de Gallimimus pour caler les vertèbres en fonction de leur ressemblance sur cette reconstitution de Gallimimus et puis faire mes corrections de taille. Comme on part d'un individu composite, en fait, toutes les vertèbres qu'on a retrouvées sur le terrain, potentiellement, elles viennent d'autant d'individus différents, donc de taille, de poids et d'âge différents. Donc moi, je les replace et après, je reconditionne leur taille en fonction de la reconstitution de cet autre genre. Je me cale du coup sur ce profil-là pour mettre celle de Mimo à la taille. Et donc du coup, ça va me permettre de retrouver quelque chose qui sera à peu près identique. Sauf que sur celle de Mimo, là, on voit sur les vertèbres caudales antérieures, donc le début de la queue, j'ai que les arcs neuraux, j'ai pas le centrum. Sur celle-là, il y a le centrum. Il y a même quasiment que le centrum par moment. Donc là, il va falloir que je réimporte des centrums qu'on a scannés, nous par ailleurs, et que je refusionne à ces arcs neuraux-là pour refaire des vertèbres complètes. De proche en proche, comme ça, j'ai des indices qui me permettent d'identifier à peu près telle vertèbre va aller dans telle portion de la queue. Est-ce que c'est la portion antérieure, la portion postérieure, ou est-ce que c'est plutôt au milieu? Et puis après, sur les toutes dernières, donc c'est ce que Ronan me disait à l'instant, c'est que sur les toutes dernières, on va avoir l'épine neurale. Donc l'épine neurale, c'est cette extension-là, cette lame qu'on voit au centre de la vertèbre. Cette épine neurale disparaît complètement sur les toutes dernières vertèbres. Donc ça me permet d'être sûr que c'est vraiment le bout du bout de la queue. Une fois qu'on aura reconstitué tout le squelette, on pourra plaquer dessus ce qu'on appelle un squelette d'animation, un rig. C'est ce qui est utilisé dans le cinéma d'animation. Et ce squelette d'animation, lui, il va avoir pour intérêt de nous permettre de déplacer le spécimen comme on veut. Donc l'idée, c'est d'avoir des contrôleurs. Et quand on bouge ces contrôleurs, par exemple un contrôleur au niveau du bassin, quand on descend le bassin, les membres postérieurs se plient aussi. Donc tous les mouvements sont inféodés les uns aux autres et les articulations se suivent. C'est très valorisant parce qu'on a un résultat tout de suite. C'est pas comme quand on prépare un spécimen où grain par grain on va aller retirer le sédiment. C'est très long avant de voir apparaître vraiment l'ensemble de la pièce. Là, tout ce que je fais, c'est immédiat. Il y a un rendu visuel qui est tout de suite là. Donc du coup, psychologiquement, c'est plus facile. Laure a pris en main tout ce qui était gestion du stégosaure, donc des empreintes de pas. Chaque empreinte va être cotée, va être opérée dans l'espace. On fait du dessin sur calque, on fait la position en théodolite et on va faire de la photogrammétrie aussi après, donc prendre les pistes en 3D. Pour nous, c'est une grande bouffée d'oxygène parce qu'on a quand même pas mal de questionnements sur le site depuis pas mal de temps, mais on a aussi émis des hypothèses. Et ces hypothèses, elles sont en train de se vérifier. Ça fait déjà 5 ans qu'on dit qu'il y a des os qui présentent des petites fissures à leur surface, des petites traces qui sont caractéristiques justement d'un piétinement ou du moins d'une charge au-dessus de l'os. Le fait d'avoir des os qui sont craquelés en deux mais dont on a conservé tous les bouts, ça aussi, ça allait en cette faveur. Et puis surtout le fait d'avoir des mimos complètement désarticulés. Si on estime qu'ils sont dans un milieu, on va dire,
boueux mais très liquide, de ne pas avoir d'eau articulée, si un animal est passé, évidemment, il va déserticuler l'ensemble des squelettes. Ce qui expliquerait qu'on n'ait pas un seul, ou du moins deux éléments qui soient articulés. Donc tout ça va dans le bon sens pour nous. Et en fait, pour faire un parallèle, c'est un petit peu l'histoire de la disparition des dinosaures et de la météorite. D'abord, on a retrouvé un élément qui nous a dit, tiens, il y a une météorite qui est peut-être tombée. Et puis après, on a retrouvé l'impact de la météorite. Là, c'est pareil. On avait des éléments qui nous suggéraient que les ornithomimosaures avaient été piétinés. Et là, apparemment, on a les traces des animaux qui ont piétiné. Je fais la queue de mon stégosaure avec les épines. Et donc là, sur ton dessin, tu as la piste. Donc là, tu as le pied droit et la main droite qui est devant. Donc main droite, pied droit, pied gauche, pied droit et pied gauche. Donc on a la piste qui va par là. Et du coup, ce qui est chouette ici, c'est qu'on en a des grandes et des petites. On a des tailles intermédiaires d'empreintes. Et ça, Raphaël, il m'a dit qu'on avait rarement ça, voire peut-être jamais. Donc c'est peut-être une première. Des empreintes de stégosaures de différentes tailles. Donc on aurait une famille. Une famille, voilà, avec une... Ouais. Il va falloir que je dessine maintenant. Des plus petits. Des plus petits. Pour moi, c'est très important d'avoir tout le travail que fait Laure comme ça sur ses cahiers. Ça me permet vraiment de remettre, de recontextualiser, on va dire, mon stégosaure avec le marécage et puis les empreintes, de les mettre, on va dire, au bon endroit pour être le plus scientifique possible. Voilà, parce que je ne suis pas scientifique, je suis dessinateur, mais j'essaye d'un petit peu d'écouter et de retranscrire un petit peu voilà, ce que l'on a découvert. Le coup d'avoir une piste, moi j'y croyais pas une seule seconde, parce que c'est le genre d'endroit où on pensait que les corps étaient plutôt charriés ou qu'il y avait quand même quelque chose, du mouvement. Or là, on est quand même aussi dans un lieu de vie. Alors c'est rigolo parce que Doumé, en tout début de fouille, quand on était en train de faire les drains, commençait à dire « Oh, le stégosaure, il est par là-bas ». Le stégosaure, on sait où il est. Il est où? Ah ben il est là. Mais le problème est de le trouver. Ben oui, il s'est pas trompé, il était par là. On a même trouvé carrément une piste. Donc ça c'est génial. Cette année, je pense que ça sera effectivement l'année du stégosaure, avec non seulement les empreintes de pas, qui nous en apprennent beaucoup plus sur l'histoire du site, donc qui nous expliquent que des animaux passaient ici et donc sans doute sont responsables de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis en plus de ces empreintes, on a bien documenté des restes osseux de stégosaures. Alors quand je dis bien documenté, c'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il y a beaucoup d'os qui viennent du même endroit, donc certains sont de stégosaures. Et les autres, en fait, ils ne sont pas identifiés parce que je ne sais pas les identifier, je ne suis pas spécialiste des stégosaures. Mais donc je sais que, a priori, Doumé devrait les préparer assez rapidement. Et ça veut dire qu'en octobre, en novembre, il va falloir que je commence à me documenter un petit peu plus sur les stégosaures et puis essayer de comprendre ce qu'on a, est-ce qu'on a plusieurs animaux et si on a des choses assez bien conservées pour les comparer aux autres stégosaures qu'on connaît à la même époque en Espagne. Je suis sur la couleur donc de l'illustration que j'ai commencé avec Laure ce matin. Et donc voilà, là, après le crayonné, l'ancrage un petit peu au bic, maintenant je fais des aquarelles. J'aime bien faire ça ici parce que je reste dans l'ambiance, voilà, c'est histoire d'avoir ça encore un peu en tête. Même si je dessine quelque chose qui s'est passé il y a 140 millions d'années et que là c'est plutôt une fouille, je reste quand même dans l'ambiance et puis voilà, ça m'inspire. Le stégosaure est un animal assez compliqué à dessiner, il faut dire ce qui est, parce qu'il est déjà bizarrement foutu, il a des épines sur le dos, des plaques et tout ça, c'est pas toujours très évident de le dessiner, on va dire, de 3/4 dans une position de vie. Le dessiner de profil, ça va,
Mais après, le mettre en position de vie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme si c'est pareil pour le tricératops. Voilà, il y a des animaux qui sont plus compliqués pour moi à dessiner. Mais voilà, j'ai mon année à aller rechercher justement dans les publications qui ont été faites, à retravailler sur les squelettes. Et moi, je vais m'en sortir d'une façon ou d'une autre, il va bien falloir. Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par tous les dinosaures. Et du stégosaure, j'en ai même encore chez moi, en tout petit, que j'avais collectionné quand j'avais 5-6 ans. Mon dessin est le trait d'union entre ce que j'avais quand j'étais petit, donc cette espèce de petite figurine qui est dans ma vitrine, encore. Et puis la piste de stégosaure qu'on vient de découvrir cette année. Je retourne en arrière de 40 ans et les fouilles, en fait, c'est 140 millions d'années en arrière qu'on remonte. Pierre, au début, est arrivé et c'est vrai que les premiers essais sur les dinosaures, c'était des choses relativement vagues. Mais c'était vague parce que nous, on avait une idée très très vague des animaux. Et au fur et à mesure qu'on affine nos déterminations, lui va affiner les dessins. C'est un vrai plus, autant pour la muséographie derrière, mais aussi pour le travail scientifique. Avec son coup d'œil, si je lui dis « Tiens, tu me dessines cette pièce-là en mettant tout ce que tu vois et tous les détails », bah finalement, je vais retrouver tous mes détails. Après, les proportions vont peut-être pas être respectées, donc c'est un petit peu dommageable, mais en fait, ce qu'on veut voir quand on voit un dessin scientifique, c'est voir toutes les caractéristiques, les petites lames sur les vertèbres, les choses comme ça. Et ça, sans rien lui dire, avec son coup d'œil, il fait tout ressortir tout de suite. C'est assez précieux pour nous, et c'est un style de dessin qui fait qu'on peut plus facilement l'utiliser justement après au niveau du public, parce qu'un dessin scientifique aura l'air un petit peu ennuyeux ou un petit peu trop académique. Donc c'est bien de mélanger les styles, et là on est dans le dessin non académique, mais déjà le dessin qui est à peu près juste au niveau scientifique. The sirens and the smoky fields are gone. La 7e campagne de fouilles se termine. Et donc c'est toujours un petit peu étrange. Il y a pas mal de fouilleurs qui s'en vont. On va commencer à tout démonter. Tout le monde se dit au revoir. Il y a un côté un petit peu vide. 1 mois et demi de travail et 1 mois de pleine campagne avec toute l'équipe. Ça semble long, mais c'est vraiment très très court. Donc après ce travail quotidien, on commence à faire le bilan, et je dois dire que comme tous les ans, il y a une profusion de récoltes. D'ossements, mais également de récoltes de données, des levées de coupe, des observations stratigraphiques, des préparations également pour l'avenir, pour la muséographie. Cette année, la surprise, c'est l'abondance de restes d'un dinosaure qui est plutôt rare, notamment à cette période, le stégosaure. C'est tout à fait extraordinaire de trouver de nombreux restes de stégosaures, on ne s'y attendait pas. On a ces empreintes qui nous apportent pas mal de renseignements sur justement le fonctionnement de l'écosystème dans lequel on était. Donc on sait qu'il y a des animaux qui ont marché ici, c'était pas juste un marais où les animaux pataugeaient. Et puis en plus ce stégosaure, donc on en a trouvé beaucoup de restes. Hier soir il y a eu une magnifique griffe qui est sortie. Donc une pièce un petit peu emblématique du stégosaure que les gens peuvent facilement reconnaître. Et puis cet après-midi, donc une vertèbre cervicale complète et puis plein d'autres morceaux. On a à peu près 800 pièces qui sont sorties côté. Donc Doumé va encore avoir du travail pour toute la saison. Tous les ans, en fait, on récolte une pièce du puzzle qui va nous permettre à la fin de reconstituer ce paysage d'il y a 135 à 140 millions d'années. Hier soir, on a eu la surprise juste quand je suis rentré, et Florent est parti ce matin. Et là, il a quasiment terminé le squelette de Mimo, donc en 3D, c'était assez fort comme sentiment, parce que voilà, on se rend compte qu'au bout de 7 ans, tout ce travail, le fait de découvrir des os un par un, tout le travail pour les identifier, pour les remonter, pour remonter le squelette, tout le travail de Florent, et puis en amont évidemment tout le travail de préparation de Doumé, finalement porte ses fruits. Et là, de ce que j'ai vu hier, on a un squelette qui est complet, on va dire à plus de 85%. Donc ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Si on pense aux grands dinosaures qu'on connaît bien comme le tyrannosaure, les tyrannosaures les plus complets, ils sont complets à 75%. Donc on va pouvoir faire vraiment un vrai prototypage scientifique, on va pouvoir faire une vraie reconstitution.
L'eau va revenir petit à petit. Donc là, on a commencé à réennoyer la surface rodée, donc on inverse les pompes. On remet de l'eau dans les surfaces de fouilles tout d'abord, et puis lundi, normalement, donc la grande pelleteuse va venir enlever les déblais, et après on va mettre les grosses pompes qui vont repomper l'eau sur les surfaces de fouilles et sur l'ensemble de la zone exploitée. Très souvent, les visiteurs nous disent « Mais comment se fait-il que vous ne fouillez qu'un mois ?» Ils n'ont pas tout de suite perçu que, en fait, ici, c'est la première étape du processus qui est extrêmement long. Avec un mois de fouille, on a plus d'un an de travail pour traiter tout ce matériel. En plus, s'ajoute cette année un autre projet qui va avoir lieu en 2017, c'est présenter une exposition synthétique des travaux qui sont faits non seulement sur Angeac depuis 2010, mais en Charente depuis 2001. 15 ans de travaux, de découvertes, d'analyse et d'interprétation de ces sites à dinosaures ici en Charente. Donc la perspective de cette exposition nous a donné aussi beaucoup de travail, notamment pour préparer des prélèvements, des observations et notamment des moulages que l'on fait qui seront présentés dans cette exposition l'année prochaine. Il va y avoir également des reconstitutions en 3D, des films, de nombreux documents pour matérialiser ce qu'était la Charente il y a 135 à 140 millions d'années. Cette exposition aura lieu au musée d'Angoulême de mai à décembre. Et elle sera couplée également avec une autre exposition à la Cité de l'Image et de la bande dessinée, une exposition qui va traiter de l'homme et les dinosaures, à travers la BD bien sûr, parce que la réalité paléontologique du côtoiement de l'homme et des dinosaures est quand même très peu probable. Ensuite, cette exposition, eh bien, on va l'exporter de Charente au Muséum de La Rochelle, au Muséum de Paris, pour faire connaître au public national et international aussi. Il y a des projets d'exposition à l'étranger, faire connaître ce patrimoine tout à fait exceptionnel. Nous, on quitte jamais Angeac en fait. Voilà, on était en train de voir avec Bill, là, on a une réunion dès le 20 septembre pour mettre toute la suite en place. Donc on va continuer à travailler dessus et puis moi je vais attendre toutes les pièces qu'on a repérées qui sont un petit peu sensibles, les os mystères, les os de stégosaures. Je vais attendre de les voir sortir petit à petit et donc toute l'année c'est Angeac qui continue. L'aventure ne se termine pas ce soir. Là c'est juste on va dire un épisode, un chapitre qui se ferme, mais d'autres chapitres commencent.